Écoutez, il est 12h03. On essaye de commencer à l'heure et de terminer à l'heure sur l'Invivox Academy. C'est notre marque de fabrique. Merci infiniment, Rémi Teston, de nous rejoindre. Donc, pour information, Rémi est consultant digital, également fondateur du média Buzz e-santé et également membre du board pédagogique du MBA Digital Marketing Health à l'EFAP. Rémi, excellente session. Oui, une dernière chose, hein, vous pourrez poser des questions à l'issue du topo de Rémi. Pour poser des questions, c'est extrêmement simple. Vous connaissez le principe. Dans l'icône Q&R, vous pouvez poser des questions. On piochera dans les questions à l'issue du topo qu'on posera à Rémi. Excellente session. Merci beaucoup, Julien, et merci à toute l'équipe Invivox pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous pour vous parler justement de Twitter, qui est vraiment un canal parmi les médias sociaux qui est aujourd'hui les plus utilisés dans le monde de la santé. Et donc, l'idée, c'est de décrypter un peu tout ça. Très rapidement, pour me présenter, donc, je suis, donc, comme le disait Julien, consultant digital et expert e-santé. J'accompagne un certain nombre d'acteurs de santé dans leur transformation digitale et dans l'utilisation justement de ces nouveaux canaux. Je suis fondateur également et j'ai cofondé aussi plusieurs think tanks. J'ai membre du board aussi de l'Université des déserts médicaux et numériques, un sujet qui m'est assez cher. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est d'entrer dans le sujet vraiment concret de Twitter. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les médias sociaux prennent une part très importante aujourd'hui chez le quotidien des Français. Comme vous le voyez, plus de la moitié aujourd'hui de la population est un socionaute et donc est connectée sur les médias sociaux. Quand on regarde les plateformes les plus plébiscitées, finalement, aujourd'hui, on va parler de Twitter, mais vous voyez que ce n'est pas forcément celle qui est la plus utilisée aujourd'hui en France. Elle est très utilisée par les leaders d'opinion, par les décideurs, par les politiques, mais au final, par l'ensemble des Français, c'est vraiment YouTube, Facebook et Snapchat qui arrivent sur le podium en termes du nombre d'utilisateurs. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire déjà un premier sondage pour bien voir si vous avez une bonne connaissance de Twitter sur cet environnement de cette plateforme. Alors, on va vous laisser quelques secondes pour répondre à ce sondage. L'idée, c'est d'essayer d'évaluer, selon vous, combien de tweets sont envoyés chaque minute dans le monde. Donc, c'est pour vous montrer un peu la puissance et un peu l'importance qu'a aujourd'hui cette plateforme dans les moyens de communication, à la fois des entreprises, des politiques et même à titre individuel de beaucoup de personnes. Voilà. Donc, je pense qu'on peut clôturer le sondage. Et donc, à une majorité, vous déclarez donc 600 000 tweets par minute. Donc, vous êtes un peu optimiste. Finalement, c'est un peu moins. On est à un peu moins de 6 000 tweets par seconde, soit donc environ 350 000 tweets chaque minute qui est diffusée aujourd'hui par cette plateforme Twitter. Donc, si on en revient à quelques chiffres clés concernant Twitter, c'est vrai que c'est vraiment considéré aujourd'hui Twitter comme une terre d'influence, parce que c'est là où vous allez retrouver les journalistes, les leaders politiques, les décideurs d'un nombre important d'institutions. Vous avez aussi beaucoup d'influenceurs, et vous voyez que vous avez un certain nombre finalement d'utilisateurs qui sont assez différents, qui sont plutôt dans une tranche d'âge entre 35 et 65 ans, avec une majorité d'hommes qui utilisent cette plateforme. Et ce qu'on considère aujourd'hui, c'est quand vous publiez donc un message qu'on appelle un tweet, c'est qu'il reçoit finalement la moitié de l'ensemble de ses interactions, donc les partages, les commentaires, pendant la première demi-heure avant finalement de disparaître dans le flot des messages. Donc c'est quelque chose qui peut être, c'est vrai, assez chronophage. Si on en vient maintenant à l'usage de Twitter parmi les acteurs de santé, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les acteurs de santé se sont vraiment emparés de ce canal pour communiquer sur leurs actions, sur leurs valeurs, sur ce qu'ils font. Vous avez déjà les acteurs publics qui aujourd'hui utilisent beaucoup Twitter pour à la fois communiquer sur leurs actions, sur leurs publications. Exemple, c'est l'HAS qui publie régulièrement des notifications sur toutes les décisions qui sont prises, etc. Vous avez les grands instituts aussi de recherche qui vont communiquer.
l'assurance maladie, Santé publique France, etc. Aujourd'hui, c'est un vrai canal de communication pour diffuser de l'actualité sur de la recherche et aussi comme un axe de prévention. Vous avez aussi un usage qui est croissant par les professionnels de santé. De plus en plus de professionnels de santé utilisent déjà les réseaux sociaux d'un point de vue global, mais également Twitter, pour à la fois partager de l'information, échanger avec des confrères, pouvoir se créer aussi un réseau, partager des cas cliniques, suivre des événements en direct à travers la plateforme, ou partager leur expertise ou faire aussi faire de la veille. Quelques exemples aujourd'hui sur Twitter de ce qu'on peut voir comme communautés qui sont intégrées avec des professionnels de santé. Vous avez par exemple avec le hashtag DocTocToc des médecins qui peuvent du coup interroger d'autres confrères pour avoir des avis. Lorsqu'ils sont face à une interrogation, ils ont besoin de conforter leur décision clinique. Voilà, ils peuvent poster une image, soit de l'imagerie médicale, une photo, tout en gardant bien sûr anonyme les données du patient. Et ce qui est important, c'est que finalement, dans cette communauté, quand un médecin va poser une question, en moins de 10 minutes, il a déjà plusieurs médecins qui vont lui apporter des éléments de réponse. Donc, c'est une communauté très active, mais qui reste aussi assez fermée et qui filtre aussi les personnes qui viennent communiquer à l'intérieur de cette communauté. Vous avez une autre communauté qui est NoFakeMed, où là, vraiment, l'idée, c'est d'être vraiment sur la lutte contre les fake news que l'on voit beaucoup dans le monde de la santé. Et l'idée, c'est à la fois de dénoncer les actualités qui sont fausses et mettre en avant les actualités scientifiques, médicales qui sont pertinentes et qui ont une vraie valeur. Donc ça, c'est aussi un hashtag, une communauté qui est importante sur Twitter aujourd'hui. Et puis, il y a un usage qui peut être aussi différent. On l'a vu pendant la crise à l'hôpital, où finalement, avec le hashtag Balance ton hosto, on a eu beaucoup de dénonciations des conditions de travail par le personnel hospitalier, les médecins, les infirmières, etc. Donc, beaucoup d'usages aujourd'hui de Twitter pour communiquer pour les professionnels de santé. Vous avez aussi des professionnels de santé qui vont être actifs finalement lors d'événements. On le voit de plus en plus, lors de congrès, vous avez des hashtags dédiés où les médecins vont venir échanger, suivre finalement les publications, les messages qu'on peut avoir dans les symposiums, dans les ateliers, etc. Donc, ça leur permet de suivre à distance finalement des événements. Et donc, c'est vrai que cette année, ça a été encore plus puisque tous les événements étaient en distanciel. Twitter, c'est également un outil qui est très utilisé aujourd'hui au niveau de la recherche. Vous pouvez mettre en place des études de vie réelle à travers Twitter. Là, c'est l'exemple d'une étude mondiale qui a été réalisée par Guy Fargrenzi sur la détresse qui est liée au diabète, où finalement, à travers l'analyse d'un certain nombre de tweets, on peut déterminer le niveau de détresse de tel ou tel type de patient. Et on peut imaginer plein d'autres types d'études aujourd'hui possibles sur les médias sociaux et sur Twitter grâce à l'analyse des comportements et des discussions. Vous avez les associations de patients qui sont aussi présentes, mais c'est vrai que les associations de patients ou les patients en général vont plus privilégier des plateformes comme Facebook ou comme Instagram, voire YouTube. Et Twitter va être plus utilisé pour les associations de patients pour amplifier la portée de leur message, pour essayer de communiquer sur les actualités et contribuer notamment à des campagnes de dons, de prévention, etc. Et puis, sur Twitter, on voit aussi émerger des grands événements mensuels qu'on retrouve tous les ans aujourd'hui, qui sont nés sur Twitter et qu'on retrouve maintenant sur l'ensemble des médias sociaux. Bien sûr, vous connaissez forcément Octobre Rose. En ce moment, nous sommes dans Mars Bleu, qui est vraiment là pour sensibiliser sur le cancer colorectal, où vous avez au mois de novembre, tous les ans aussi, sur la santé masculine, Movember, pour sensibiliser le grand public. L'idée à chaque fois, c'est de sensibiliser sur une pathologie, de favoriser la collecte de dons pour les associations de patients ou de communiquer aussi sur les avancées de la recherche à travers de vastes campagnes qui sont finalement aujourd'hui mondiales. Si on en vient maintenant plus concrètement à l'utilisation par les industriels. Donc, pourquoi aujourd'hui utiliser Twitter et les médias sociaux en général? Il y a 10 raisons vraiment importantes d'utiliser les médias sociaux et Twitter aujourd'hui. C'est que ça permet déjà d'avoir un enjeu d'image. Ça permet à un industriel d'asseoir finalement son positionnement et son image d'acteur majeur dans un domaine précis, dans une aire thérapeutique, autour d'une pathologie, etc. Ça permet bien sûr d'être un canal de communication sur l'engagement de l'entreprise, toutes les actions RSE, etc., de déployer des campagnes de prévention et de sensibilisation, de pouvoir promouvoir finalement l'ensemble des actions, les programmes, les initiatives qui sont déployées à la fois pour les patients et les professionnels de santé, et de pouvoir créer du lien avec l'ensemble des autres acteurs de santé qui sont finalement présents sur ces plateformes en engageant notamment de la conversation. Autre raison d'utiliser ces plateformes-là, c'est que ça vous permet de renforcer la relation, notamment avec vos partenaires,
associations de patients, sociétés savantes, etc. Vous pouvez également identifier un certain nombre d'influenceurs qui vont vous aider à amplifier la portée de vos messages, à relayer l'ensemble des communications. Vous pouvez également avoir comme objectif d'attirer de nouveaux talents. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'industriels utiliser Twitter et les réseaux sociaux autour de ce qu'on appelle la marque employeur. L'idée, c'est de mettre en avant les valeurs de l'entreprise pour essayer d'attirer finalement de futurs collaborateurs. Vous pouvez également, grâce aux médias sociaux et à Twitter, être un contributeur finalement du trafic de l'ensemble de vos plateformes. Vous allez, grâce aux médias sociaux et à Twitter, générer du trafic vers vos sites internet, applications mobiles, etc. Et puis un enjeu qui est aujourd'hui important, puisque l'on voit que les dernières grandes crises en santé et qui ont impacté aussi les industriels sont venues des médias sociaux. Donc, ça permet aujourd'hui d'être vraiment acteur de son e-réputation et de pouvoir anticiper un certain nombre de crises qui peuvent émerger via ces différents canaux-là. Alors, au-delà de ça, pourquoi utiliser Twitter? Twitter, aujourd'hui, c'est vraiment un canal incontournable pour l'entreprise en termes de communication, puisque ça permet vraiment d'être une plateforme où vous allez toucher les décideurs, les principaux leaders d'opinion qu'on peut voir. Vous avez les décideurs économiques, politiques, vous avez des blogueurs, des experts, vous allez retrouver les institutions, vous avez énormément de journalistes, et donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Ça vous permet aussi de créer finalement une communauté autour de votre entreprise, de vos sujets, de vos interactions, de créer de l'engagement, du partage, de la communication, de la relation finalement avec l'ensemble des acteurs de santé qui sont sensibilisés à vos sujets. Et puis, comme je le rappelais, ça permet vraiment de gérer son e-réputation. Donc aujourd'hui, parmi tous les réseaux sociaux qui existent, c'est vrai que Twitter, ce n'est pas celui où vous avez le plus de membres, mais c'est celui qui va générer le plus de viralité et dont on va parler le plus. Aujourd'hui, on parle régulièrement, notamment dans les informations, du tweet de telle ou telle personnalité, etc. On ne va pas forcément parler de messages publiés sur d'autres plateformes. Twitter est ancré maintenant vraiment dans ce sujet de la communication. Et puis, vous avez beaucoup de personnes aussi qui sont inscrites à Twitter, mais qui ne contribuent pas, qui ne publient pas, parce qu'ils s'en servent vraiment comme un vrai outil de veille ou même de prospection dans certains cas. C'est une plateforme également qui est propice à l'influence, où on peut vraiment identifier, contacter un certain nombre d'influenceurs, de blogueurs qui vont pouvoir relayer vos messages. Et puis, finalement, c'est une plateforme qui va vous permettre également de vous positionner, de conforter votre position de leader sur un domaine d'activité précis ou un sujet précis. Alors Twitter, il faut également l'utiliser parce que c'est un vrai média partenaire de l'événement. Je pense que vous avez déjà assisté à des événements lorsqu'on pouvait encore en présentiel ou lors de l'événement, à côté de la scène, vous aviez un écran avec un mur de tweets. C'est quelque chose qui était maintenant vraiment ancré dans l'organisation événementielle, qui permet finalement à la fois de donner une ampleur plus grande à un événement, en permettant à des personnes à distance de pouvoir suivre l'événement, d'interagir. Et donc, c'est vraiment un canal qui est propice à pouvoir faire vivre à distance un événement. On l'a vu avec l'exemple dans les congrès, mais on le voit avec n'importe quel type d'événement. Vous pouvez du coup amplifier la portée des messages grâce à Twitter. Alors, quels sont les usages aujourd'hui que l'on voit par les industriels de santé? On voit qu'il y a surtout déjà un relais de l'actualité de l'entreprise sur de la communication plus institutionnelle et ensuite de l'information qui va être autour des aires thérapeutiques. On va observer des communications qui vont être beaucoup autour de l'ensemble des engagements, donc tout ce qui est autour des sujets RSE, de plus en plus de communication autour de la partie ressources humaines avec la présentation des métiers, des valeurs de l'entreprise, etc. On voit des campagnes aussi de prévention se déployer autour de journées mondiales notamment, ou autour de lancement d'initiatives particulières autour de telle ou telle aire thérapeutique ou de telle ou telle pathologie. Et puis, c'est utilisé aussi pour la promotion des événements, des programmes et des actions. Et puis, alors, pas tous les industriels, puisque même s'il y a un cadre réglementaire qui l'autorise, tous les industriels n'ont pas la même interprétation et la même latitude pour utiliser ces canaux-là. En tout cas, certains contribuent aux événements en participant au live tweet, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer et échanger avec les participants à ces conversations-là. Alors, si on regarde les fortes tendances que l'on observe aujourd'hui chez les industriels, déjà par rapport à il y a 2-3 ans, on observe une vraie professionnalisation de l'approche des médias sociaux et notamment de Twitter. Il y a encore 3-4 ans, vous aviez beaucoup de laboratoires qui tweetaient 1 ou 2 fois par semaine de temps en temps sans de réelle stratégie.
Aujourd'hui, vous avez de vraies stratégies éditoriales avec une volumétrie de tweets qui est beaucoup plus importante, qui est structurée, qui intègre une vraie stratégie en fait, d'approche, de communication. Donc ça, c'est un élément qui est important à avoir en tête. On voit le déploiement de plus en plus de tous les sujets autour de la marque employeur, des communications RH. Ils n'hésitent plus non plus, les industriels, à faire appel à des influenceurs pour amplifier la portée des messages, à aider à viraliser finalement les contenus. Un élément aussi important et qui mériterait en elle-même rien qu'une conférence est le sujet de l'employé advocacy et le fait finalement de faire appel aux collaborateurs de l'entreprise pour être des ambassadeurs des messages, des communications à travers leurs propres comptes sociaux, à travers notamment leur propre compte Twitter. Et puis, on voit émerger aussi depuis quelques mois ce qu'on va appeler le social SEO, donc qui existe déjà dans plein de secteurs d'activité, mais on le voit dans le secteur de la santé et notamment dans le secteur pharmaceutique, où de plus en plus de dirigeants de laboratoires français vont prendre la parole sur les médias sociaux, donc principalement sur LinkedIn et sur Twitter, pour partager finalement leur point de vue, les valeurs de l'entreprise, les actions qui sont réalisées, etc. En tant que premier ambassadeur de l'entreprise, ça permet vraiment d'avoir une portée assez grande. Et puis, on a vu, c'est vrai, au niveau des tendances, un fort impact aussi dans les lignes éditoriales avec la crise que l'on a traversée, où finalement, vous avez eu un bouleversement aussi des contenus qui ont été diffusés, avec une mise en avant beaucoup plus forte, finalement, des métiers, une valorisation des collaborateurs, une valorisation aussi des soignants, de leur apport pour le système de santé. Alors, je vous propose de passer à un nouveau sondage pour essayer de mesurer un peu vos connaissances sur l'utilisation et les principaux hashtags que l'on peut trouver aujourd'hui. Alors, selon vous, aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il existe plusieurs hashtags qui sont là pour lutter contre les fake news en santé, donc à la fois en France et aux États-Unis. Tout simplement, l'idée, c'est de comprendre et d'essayer de vous interroger pour savoir quels sont le nom de ces communautés qui existent à la fois en France et aux États-Unis. Donc, j'en ai cité un tout à l'heure lorsque je vous ai parlé un peu des initiatives des professionnels de santé, mais on va voir si vous êtes au courant au niveau de l'actualité aussi de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on va laisser encore quelques secondes. Et on va pouvoir clôturer du coup le sondage. Donc, vous êtes une majorité à penser que les deux hashtags utilisés sont NoFakeMed et Vérité Santé. Donc, en fait, ce n'est pas du tout ça. Alors, NoFakeMed est effectivement utilisé en France. Donc, ce sont des médecins français qui ont créé ce collectif. Et aux États-Unis, des hospitaliers, donc des médecins et infirmières, ont créé le hashtag This is our shot pour justement parler de leur engagement dans cette crise sanitaire et notamment tout ce qui est autour du sujet de la vaccination. Donc, les deux hashtags à retenir, ce sont This is our shot et NoFakeMed. Voilà, donc je vous propose maintenant de conclure par ce qu'on va appeler les 10 commandements, les 10 bonnes pratiques à suivre pour avoir une bonne présence finalement sur Twitter aujourd'hui. Donc le premier, c'est vraiment déjà d'avoir une juste utilisation des hashtags. Aujourd'hui, on voit beaucoup de tweets où finalement vous allez mettre des hashtags à n'importe quel mot sans que ça ait une vraie pertinence. Ce qui est important quand vous utilisez des hashtags, déjà, c'est de ne pas en mettre au-delà de 3 à peu près dans un tweet, et surtout de prendre des hashtags qui vont être vus finalement. Donc vous pouvez, il y a un certain nombre d'outils qui existent où vous allez pouvoir regarder finalement si les hashtags sont utilisés, ou tout simplement en les tapant en amont dans Twitter pour voir s'il y a de la conversation, s'il y a des messages autour de ça. L'important de l'utilisation d'un hashtag, c'est justement faire en sorte que vos messages soient vus par un certain nombre de communautés qui sont centrées sur le sujet dans lequel vous communiquez. Donc, c'est important d'utiliser les bons hashtags et pas des hashtags trop génériques, comme on peut voir sur le hashtag webinar, hashtag santé, etc., qui sont trop vastes où votre message va se noyer. Le deuxième point qui est important, c'est être visuel. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus de tweets qui ne comportent pas une vidéo, une animation ou une image. C'est vrai que pendant très longtemps, vous aviez uniquement des tweets avec du texte. Donc, c'est vrai que vous avez beaucoup de tweets qui comportent du texte, notamment quand ce sont des déclarations de personnalités publiques, etc. Mais vous, dans votre enjeu de communication, aujourd'hui, il faut impérativement que dans vos tweets, vous ayez toujours un contenu visuel qui permet justement d'attirer le regard et faire en sorte qu'on soit captivé par votre contenu.
Le troisième point, c'est qu'il faut renouveler le contenu régulièrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Twitter, la moyenne, c'est entre 3 et 5 tweets par jour pour avoir un rythme régulier. Bien sûr, suivant les secteurs d'activité, on peut aller au-delà, même jusqu'à 20 tweets par jour. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un rythme régulier avec du contenu qui soit pertinent et renouvelé en continu, avec finalement différentes thématiques abordées dans votre ligne éditoriale. Le quatrième point, c'est définir un vrai planning de publication. Donc, vous avez différents formats possibles de contenu, différentes thématiques, et l'idée, c'est de bien le planifier, à la fois dans la semaine, où vous pouvez utiliser différents formats, différents hashtags. Vous avez, par exemple, aujourd'hui des hashtags qui sont assez populaires et génériques, comme vendredi lecture, donc le vendredi. Vous avez le Motivation Monday aussi le lundi. Historiquement, le vendredi, vous avez aussi le Follow Friday, le FF, qui permet de mettre en avant ou de remercier des contributeurs que l'on a eu au cours de la semaine, etc. Donc, il faut définir un vrai planning de publication avec différents temps dans la semaine. Le cinquième point, c'est s'adapter au format de Twitter. On voit trop souvent, finalement, des communicants, des entreprises qui vont créer un visuel, qui vont utiliser finalement sur tous les médias sociaux, sur leur site internet, etc., sans s'adapter finalement aux tailles et aux formats qui sont propres à chaque canal. Donc, c'est important d'avoir en tête qu'il faut adapter le format à chaque fois à Twitter. Vous n'allez pas utiliser la même taille de visuel pour Twitter, pour LinkedIn ou pour Facebook, et encore moins pour Instagram, par exemple. Donc, c'est important d'avoir en tête qu'il faut s'adapter au format. Le point suivant, et ça, c'est là où il y a peut-être encore le plus de travail pour les industriels, c'est de participer aux conversations. On reste encore quand même beaucoup dans la communication un peu push, alors que la nature même des réseaux sociaux, c'est d'être dans l'échange et le partage. Donc l'idée, ce n'est pas uniquement de pousser du contenu, mais ce qui est important, c'est aussi d'être dans l'échange, la conversation, de pouvoir relayer aussi des contenus d'autres acteurs. Donc il faut être vraiment dans le partage et dans l'échange. Le septième point, qui est un peu lié, c'est aussi ne pas hésiter à retweeter des messages qui vous paraissent intéressants, qui sont en lien avec votre ligne éditoriale, avec vos sujets, en apportant votre propre point de vue. Vous pouvez bien sûr retweeter simplement un contenu, mais c'est plus intéressant si vous allez apporter un éclairage qui vous concerne ou en apportant votre vision. Ça va donner aussi un peu plus d'ampleur et participer finalement à votre positionnement en tant qu'acteur majeur ou leader sur telle ou telle thématique. Le huitième point, c'est de pouvoir utiliser les formats publicitaires. Aujourd'hui, vous avez des formats publicitaires sur Twitter qui sont très intéressants et qui vous permettent, suivant vos objectifs, qui vont être soit de la notoriété, soit de vouloir générer du trafic ou recruter des personnes autour d'une thématique. Donc, c'est très important de pouvoir les utiliser. Aujourd'hui, vous pouvez avoir, pour des coûts pas trop élevés, justement, une portée beaucoup plus grande de vos messages. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces formats qui sont disponibles aujourd'hui. Le neuvième point, c'est ne pas hésiter à réaliser des sondages. C'est un outil qui n'est pas forcément beaucoup utilisé, qui est présent sur Twitter et qui permet justement d'engager sa communauté, d'avoir de l'interaction régulière avec elle. Et donc, ça peut vous aider aussi à vous aiguiller sur certains axes de votre ligne éditoriale ou certains contenus du coup à pousser. Et puis, le dernier point qui est pour moi peut-être le plus important et celui qu'on peut utiliser finalement sur tous les réseaux sociaux, c'est être soi-même. Il ne faut pas chercher finalement à être quelqu'un qu'on n'est pas. Il faut rester finalement en phase avec les valeurs de l'entreprise, avec la vision que l'on a et finalement mettre en place tous ces éléments-là pour faire en sorte que la communication finalement soit propre à votre entreprise, à ses valeurs, etc. Donc voilà pour cette vue d'ensemble finalement de Twitter dans les usages en santé. Maintenant, je suis à votre disposition pour pouvoir répondre du coup à toutes les questions. Merci infiniment, Rémi. Merci de nous avoir donné des clés, hein, et des clés extrêmement pragmatiques de l'utilisation de Twitter. Merci pour ces 10 commandements. Alors, on passe à la session de questions. Je vous rappelle, hein, pour poser une question, c'est très très simple. Vous avez une petite icône qui se trouve généralement en bas à droite, hein, qui est représentée par 2 bulles de BD. Vous cliquez dessus et puis ensuite on prend les questions et je les pose à Rémi. Alors, première question, Rémi. Une question sur quel type de message à privilégier entre LinkedIn et Twitter? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'il faut faire une dichotomie entre les deux? En fait, vous n'allez pas forcément avoir la même cible directement sur Twitter et sur LinkedIn.
LinkedIn, vous allez pouvoir vous adresser directement finalement à des experts de vos thématiques, même directement à des potentiels clients. Ça peut être des professionnels de santé ou tout un tas d'autres experts ou autres acteurs de santé. Vous pouvez aussi toucher toute la partie finalement de futurs collaborateurs. Donc c'est vrai que LinkedIn, on va beaucoup privilégier la mise en avant des valeurs de l'entreprise, la communication RH, tout ce qui est autour de la marque employeur, etc. Sur Twitter, ce que vous voulez souvent, c'est toucher les relais d'opinion. Donc là, vous allez pouvoir mettre en avant finalement les actualités. C'est là où on va avoir plus d'actualités chaudes finalement, les actualités de l'entreprise et puis finalement la promotion de toutes les initiatives, programmes, campagnes, etc. Finalement, promouvoir une campagne par exemple autour d'une pathologie aura plus d'impact sur Twitter que sur LinkedIn. Ça, c'est voilà, un exemple typique. Merci beaucoup, Rémi. Une autre question qui nous vient de David, hein. Est-ce que vous pourriez nous recommander des outils pour faire le tri dans les tweets reçus et notamment afin d'organiser au mieux un système de veille? Alors, il n'y a pas forcément besoin d'un outil en dehors de Twitter. Il y a un système qui n'est pas forcément très connu et que l'on peut utiliser dans Twitter, c'est le système des listes. C'est-à-dire que parmi tous les gens auxquels vous allez vous abonner, vous pouvez finalement créer des listes thématiques où vous allez inclure un certain nombre de personnes. Typiquement, vous pouvez vous créer une liste hôpital où vous allez mettre tous les comptes des hôpitaux que vous suivez. Et du coup, en cliquant sur la liste, vous n'aurez que les communications qui concernent ces personnes-là. Après, pour bien sûr trier le contenu, c'est via les hashtags, vous allez pouvoir facilement trouver finalement les bonnes communications sur tel ou tel sujet. Après, c'est vrai qu'il y a des outils finalement qui vont vous permettre de planifier vos contenus, de suivre. On peut penser à Hootsuite, on peut penser à Buffer. Voilà, ce sont des outils qui vont vous aider finalement à programmer vos tweets, à suivre dans la durée. Mais après, pour faire le tri vraiment du contenu, le premier élément, c'est les hashtags et ensuite, c'est les listes. Merci Rémi. On a une question de Charles, à propos, du, côté chronophage, hein, parce que tu as parlé de 4 à 5 tweets par jour, avec à chaque fois du contenu, différent, adapté, hein. Comment faire pour que ça ne soit pas trop chronophage justement, Twitter? Bah, en fait, la difficulté, c'est que c'est sûr que quand vous êtes et que vous êtes abonné à beaucoup de personnes et que vous regardez votre mur d'accueil, bah, vous avez un message qui tombe toutes les demi-secondes. Donc, vous êtes vite perdu. Donc, c'est vrai, ce qu'il faut, c'est suivre finalement les contenus, encore une fois, à travers les hashtags. C'est pour ça qu'ils sont créés. C'est ça qui permet de faire le tri. Ensuite, en termes d'acteurs en tant que publicateur, finalement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous avez une communauté qui est engagée autour des sujets. Et si vous voulez être visible et vous démarquer, vous différencier aussi de vos concurrents, bah, il faut avoir un rythme de publication quand même élevé pour être finalement toujours visible au niveau des communications et des messages. Merci Rémi. On a une question qui revient sur, des statistiques sur combien de médecins sont inscrits, sont actifs. Est-ce qu'on peut aller jusque dans la granularité des profils? Combien de spécialistes? Quelles spécialités sont présentes sur Twitter? Alors sur Twitter, c'est difficile parce que finalement, on ne renseigne pas forcément sa profession ni son statut. Donc faire du ciblage précis sur des professionnels de santé, par exemple, c'est compliqué. En revanche, sur LinkedIn, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire du ciblage socio-démo ou sur la catégorie socio-professionnelle. Donc, vous pouvez faire des campagnes publicitaires ciblées uniquement sur les médecins, sur les infirmières, etc. Sur Twitter, c'est assez compliqué parce que vous avez aussi beaucoup de personnes qui mettent des pseudonymes, qui ne mettent pas leur vrai nom. Donc, c'est une difficulté pour toucher finalement l'ensemble des médecins. Après, plus généralement, on n'a pas forcément d'études récentes qui vont vous donner le pourcentage exact de médecins par spécialité qui sont présents ou pas sur Twitter. Ce que l'on sait, c'est que sur Twitter, parmi les professionnels de santé, les plus actifs aujourd'hui, ce sont les urologues, qui ont une forte communauté, notamment les urologues français, qui ont une forte communauté avec aussi les urologues étrangers, anglo-saxons. Ce sont les plus actifs. Après, on va retrouver les cardiologues et les oncologues. Donc ça, c'est les 3 grandes spécialités. On va retrouver le plus finalement de professionnels de santé actifs. Et c'est un phénomène aussi que je n'ai pas évoqué, mais parmi les professionnels de santé, on voit émerger ce qu'on va appeler des digital opinion leaders, des sortes de IKOL, qui finalement, je crois que c'est un sujet qui avait été abordé lors d'une précédente InVivox Academy. En tout cas, ce sont
des professionnels de santé que l'on voit vraiment émerger sur Twitter, qui ne sont pas considérés forcément à la base comme des KOL et qui vont avoir une portée aussi intéressante auprès d'une communauté, notamment on le voit beaucoup chez les jeunes médecins. Merci, merci Rémi. Effectivement, hein, une petite parenthèse, mais toutes les sessions de l'Académie Invivox sont disponibles en replay, hein, sur le site academy.invivox.com, dont la session sur les Digital Opinion Leaders. Rémi, je propose de prendre encore 2 questions. Alors, on a une question sur la nouvelle fonctionnalité, je ne sais pas si tu la connais, mais la fonctionnalité newsletter de Twitter. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est vrai il y a souvent des nouvelles fonctionnalités. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps aussi, la mise en place de Story sur Twitter qui s'appelle Fleet. Vous avez aussi la partie Moments et Newsletter. Donc ça, c'est des nouveaux formats qui sont en train d'être déployés. Donc, il faut attendre un petit peu finalement qu'il y ait de l'usage pour voir si c'est vraiment pertinent. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément d'opinion tranchée sur cette fonctionnalité-là. En tout cas, c'est des nouveautés qui émergent régulièrement. Donc, il faut laisser toujours un petit peu de temps que ces fonctionnalités s'installent pour voir s'il y a un véritable impact finalement. Je vais peut-être prendre une dernière question de Lionel Reichard, hein, qui a participé à l'Académie Indivox il y a quelque temps de ça. Vous pouvez retrouver son replay disponible sur l'Académie, hein, comme quoi les personnes qui sont les plus à même de parler sont aussi celles qui s'informent le plus. Donc une question alors, très particulière de Lionel, euh, euh, qui demande est-ce que tu peux nous en dire plus sur le hashtag HCS MeufFR et de Simplure? Alors effectivement, le hashtag HCSMEUFR, c'est le hashtag du Club Digital Santé, qui est un think tank auquel j'ai participé à la cofondation et Lionel également, qui traite en fait des sujets du numérique en santé. Donc c'est le hashtag aujourd'hui le plus utilisé pour tous ces sujets de la e-santé. Et Simpler, en fait, c'est un outil qui est intéressant puisqu'en fait, dès que vous créez par exemple un événement santé, vous pouvez enregistrer sur Simpler votre hashtag et vous allez avoir accès à tout un volet de statistiques sur les personnes qui ont le plus contribué, qui ont le plus tweeté, qui ont le plus engagé finalement autour de l'événement. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant aussi à inclure dans vos stratégies pour mesurer finalement l'impact de vos événements ou voir aussi si vous êtes finalement présent dans les top influenceurs de tel ou tel événement. Merci infiniment, Rémi. Merci à toutes les participantes, merci de votre fidélité, à tous les participants également, évidemment. Je vous rappelle que d'ici quelques jours, on enverra à tous les inscrits le replay, hein. Vous êtes beaucoup à nous avoir demandé est-ce que l'infographie sera disponible, est-ce qu'on pourra la partager. Donc tout sera disponible dans les replays, hein. Vous pouvez faire des copies d'écran, ça fait aussi partie du jeu. En tout cas, merci beaucoup, Rémi, de la participation à l'Académie Invivox. Je vous rappelle, la semaine prochaine, on accueille Florence Herry, infirmière libérale et cofondatrice de Libéraux, hein, pour justement nous parler du rôle de l'infirmière et comment ce rôle a évolué au cours de la dernière pandémie et comment l'infirmière libérale, hein, est devenu aujourd'hui un acteur clé pour les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi pour les fabricants de dispositifs médicaux. Donc ça se passe comme toujours le jeudi à midi, jeudi prochain. Merci infiniment, merci Rémi, Merci merci à à vous. toutes et à tous.